Bonjour, je m'appelle Maëlys Dubourg. Déjà, merci à l'IRTS de m'accueillir. Voilà. En fait, moi, je fais partie d'une asso qui s'appelle Stop Harcèlement de rue, qui est une asso à la base qui existe à Paris à la base et qui, en fait, après, s'est diffusée un peu partout. Donc, on a à peu près une dizaine d'antennes en France et dont une à Bordeaux. Donc en fait, c'est un groupe de bénévoles où on a vraiment des parcours totalement différents. Donc on vient de la com, on vient de métiers sociaux ou pas d'ailleurs. Donc vraiment, c'est une association mixte et l'objectif en fait de cette création d'asso, c'était vraiment de lutter contre le harcèlement de rue pour qu'en fait chaque personne, voilà, elle se sente libre dans la rue. Donc nous, notre objectif, c'est de mener des actions de sensibilisation dans les transports en commun, dans la rue, mais aussi on mène des actions aussi dans les festivals, dans les écoles. Donc festivals pour parler notamment du consentement, etc. Et dans les écoles justement pour sensibiliser aussi l'égalité dans l'espace public, au respect voilà d'autrui, etc. quand on est dans la rue ou dans tout autre espace public. Donc nos actions, elles sont, j'allais dire, diverses et variées, majoritairement dans la rue. Donc forcément, on fait beaucoup de manifestations dans la rue, etc. On fait pas mal d'expositions et de campagnes de sensibilisation autour voilà de stéréotypes du type vu comment elle est habillée, ça veut dire qu'elle a bien cherché. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, des choses comme ça. On intervient également auprès des entreprises. Donc, on est intervenu en collaboration avec le CHU de Bordeaux. On a intervenu aussi auprès de Uber. Uber, en fait, nous a demandé de créer des ateliers de sensibilisation auprès de leurs chauffeurs. Voilà, ça a bien marché. On a eu beaucoup de monde, mais malheureusement, on a beau faire de la sensibilisation, parfois, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Voilà. Et on fait également des ateliers sport et théâtre, en fait, pour voilà, faire des ateliers de simulation de différents types de harcèlement de rue et également des ateliers Krav Maga au sport pour les personnes qui peut-être ont envie voilà de mentalement de se sentir peut-être plus en sécurité. Donc bon, du coup, à la base c'est un quiz, mais du coup vu que vous avez tous vos micros coupés, ça va être compliqué. Je réponds par chat. Oui. Ah, alors comment? Par contre, est-ce que je peux le voir quelque part? Si je fais ça. Une conversation s'appelle conversation. Non, arrêtez. Non, c'est pas ça. Arrêtez. Mais on peut vous parler, madame? Ah, ok. Bon, en gros, c'était. Je te le montre quand même au cas où. Bien. Je te montre où c'est. J'aurais dû faire un sondage, tiens. J'ai pas encore testé le sondage sur Zoom. Pardon. Non, pas de souci. Hop. Conversation. Est-ce que ça apparaît pas comme tout à l'heure? Pourquoi ça n'apparaît pas? Oui, parce que tout à l'heure, chat. Voilà. C'est peut-être parce qu'il y a le PowerPoint. Ah ouais, c'est peut-être à cause du PowerPoint. Oui, c'est peut-être possible. Qu'on l'a mis en. Oui, le PowerPoint, il faut cliquer 2 fois sur l'écran et il va se réduire. Et vous aurez le chat et l'image du PowerPoint. 2 fois sur l'écran avec. Il est là, tiens. Il est là, le chat. Ok. Voilà. Donc là, par exemple. Non, là, c'est encore sur le PDF. Bon, sinon vous pouvez faire des signes en levant la main ou en faisant des manifestations. Effectivement, j'aurais pu créer un sondage, mais bon, on va peut-être pas perdre du temps pour ça. Mais voilà. Madame, on a la possibilité de mettre des émoticônes si vous voulez. Oui, voilà, vous pouvez aussi réagir en levant. Pardon. Je récupère. Non, c'est bon. Mais ton masque, vous pouvez réagir, par exemple, en levant la main ou des choses comme ça. Ça sera. Je vais rester à côté de toi. Voilà. Non, mais sinon, c'est pas grave. Je vois les réactions qu'ils ont, donc à la limite. Il est là, tu vois? Ah oui, ok, mais parfait. Coucou. Voilà, c'est bon, okay. Ça marche. Bon, après, ça peut être juste des signes de réaction, des émoticônes. Ok. Très... Voilà. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est clairement mieux que pas avoir de PowerPoint. Hop, je reprends. Si je fais comme ça. Est-ce que je peux? Oula. Non, je suis en train d'écrire sur mon PowerPoint. Non, c'est pas grave. Ah, souris, c'est bon. C'est bon? Yes.
Donc en gros c'était voilà pour savoir à peu près combien de personnes sur ce chat se sont déjà fait klaxonner dans la rue par un inconnu voilà pendant qu'il marchait. Voilà, c'était vraiment pour savoir à peu près le nombre de personnes. Et pareil, est-ce que vous êtes déjà fait suivre peut-être par un inconnu en rentrant chez vous, en faisant vos courses ou en sortant de soirée? Oui. Bon, ok, donc il y a déjà pas mal de monde. Et est-ce que vous êtes déjà fait aborder dans la rue de manière insistante? J'entends quelqu'un assez lourd qui va vous dire « Ah, tu peux me passer ton numéro de téléphone, t'es mignonne, tu veux pas qu'on aille dans un bar discuter, viens chez moi, allez, vas-y, viens chez moi, t'es sûr que tu veux pas, allez, viens. » Enfin, le mec, ou la femme d'ailleurs, insiste pendant 10 minutes alors que vous lui avez dit non ou que vous lui avez tourné le dos. Donc voilà. Et qui c'est qui s'est déjà fait insulter dans la rue par un ou une inconnue? Carrément oui. Ok, ben voilà. Donc ça, on va dire que, en gros, c'est des trucs assez, c'est des manifestations qui sont assez banales en fait. Enfin, quand je dis banales, c'est celles qui abordent en tout cas sont le plus répandu en fait. Donc, je vais essayer de passer à notre slide. Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle, nous, en tout cas, l'asso, le harcèlement de rue. Donc en fait, le harcèlement de rue, c'est surtout à mettre en avant que c'est la responsabilité d'un individu qui va ignorer votre consentement, en fait. Donc en gros, il va ignorer volontairement si vous avez dit oui ou non, ou tous les signes qui peuvent faire penser que vous n'avez pas envie. Donc le harcèlement de rue, ça va passer par des regards insistants, par une approche verbale insistante, par des injures publiques qui peuvent aller d'injures à caractère sexiste et sexuel du genre espèce de salope, sale pute, à PD, va te faire enculer, voilà, des choses comme ça. Aussi, ça peut être caractérisé par une approche injure à la fois sexiste, mais aussi raciste. Donc, la petite noire qui aime bien sucer des queues ou des choses comme ça, bon là clairement c'est une injure. Je suis désolée pour les termes un peu violents. Donc voilà, et ça peut être aussi de la filature, donc du stalk, donc un mec ou une nana qui vous suit jusqu'à chez vous. Ça peut être quelqu'un voilà qui vous suit des transports en commun jusque dans vos cours, etc. Puis, on a également tout ce qui est de l'ordre de l'attouchement et des agressions sexuelles. Donc, c'est tout ce qui est tentative d'agression sexuelle, tentative de viol, ou main aux fesses, main à la poitrine, baiser forcé, etc. Le harcèlement de rue, en fait, c'est vraiment une partie d'une manifestation qui englobe énormément en fait, de violences sexistes et sexuelles. Et ça fait partie de ce qu'on appelle... En fait, c'est une expression de ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, et c'est aussi un signe en fait de ce qu'on appelle aussi la culture du viol. En fait, le harcèlement de rue, ça fait partie de cette culture du viol et de ce sexisme ordinaire qui dit que finalement les hommes et les femmes n'ont pas la même place dans la société. Alors, j'essaye de. Je pensais que j'étais loin en technologie, mais alors pas du tout en fait. Donc en fait, juste un petit point, la drague et moi ce que j'appelle l'agression ou le harcèlement de rue, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que la drague c'est vraiment un rapport à l'autre qui va être cordial, où on va être en attente du consentement de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui est en face, qui va vous demander votre numéro de téléphone, si vous lui dites non, si vous lui tournez le dos, elle va comprendre que bon, apparemment vous n'êtes pas très chaud. Et donc, elle va passer son chemin. Alors que vraiment, le harcèlement de rue, c'est vraiment, en fait, je veux dominer, je veux humilier la victime, je veux pas lui demander son accord. Et en fait, je m'occupe ni de son désir et j'assouvis vraiment mon sentiment de domination et de puissance. C'est-à-dire que, généralement, quand on vous siffle dans la rue, en vrai, c'est pas un compliment, en fait. C'est vraiment, j'estime que j'ai le droit de faire ce que je veux et je te demande pas ton accord. Et voilà, donc c'est vraiment ça en fait. C'est pas de la drague ou de la drague. Il y a quand même de l'échange. Enfin, il y a un échange. Voilà, on recherche le consentement d'autrui, etc. Clairement, le harcèlement de rue, on s'en fout en fait de votre consentement. Il n'est pas là, il n'existe pas et tout le monde s'en fout. Bon bref.
C'est bizarre quand même de parler toute seule. Tu peux enlever ton masque. Oui, c'est vrai, je peux enlever mon masque en plus. Et en plus, c'est toute seule, parce que vraiment... Oui, mais oui, c'est vrai. Oui. Mais en fait, vu que je vois que leur nom, Charlotte S, Maldy, Emma, c'est particulier, mais c'est sympa. Donc, juste une petite définition du sexisme ordinaire. Donc, en fait, c'est une attitude discriminatoire fondée sur le genre et qui, en fait, établit des stéréotypes. Donc, c'est la banalisation de certaines discriminations. Bon, c'est majoritairement subi par des femmes ou des, j'allais dire, minorités, mais techniquement, on n'est pas minoritaire en tant que femme. Mais donc, voilà, il y a un petit côté, on va dire, continuum de stéréotypes basés sur des discriminations soit de genre ou soit de... Non, c'est bon, vous n'êtes pas obligé de mettre vos caméras, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment un côté stéréotype de genre basé en fait sur le système de patriarcat, etc. Mince, chaque fois je me trompe. Donc bon là c'était voilà un petit commentaire pour vous dire que plutôt que de dire tout le temps sa mère la pute, on pourrait dire son père le frotteur par exemple, pour changer un peu et réinverser ce sexisme ordinaire. J'aime beaucoup cette expression, vraiment, je vous invite à l'utiliser, c'est vraiment très drôle et généralement les personnes sont complètement je perds mes mots, sont gênées quand vous le dites, donc c'est marrant, ça remet bien à la place. Donc ce que j'appelle le sexisme ordinaire, donc on le retrouve souvent dans la pub avec des stéréotypes du type pub de Darty. Enfin voilà, c'est un peu c'est basé sur des stéréotypes qui sont les femmes aiment les hommes riches et les mecs aiment les femmes bonnes par exemple. Où les femmes savent bien faire la cuisine et les hommes savent bien bricoler. Donc en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle du sexisme ordinaire. Donc ensuite, je passe aux chiffres. C'était juste pour vous dire, voilà, quand je vous ai posé des questions, vous avez été quand même, je pense, majoritairement à répondre que oui, vous avez déjà fait harceler. Il faut savoir qu'en France, il y a 83% des femmes qui déclarent avoir subi au moins une fois dans l'année écoulée des faits de harcèlement de rue. Donc ces chiffres en fait ils datent de 2018 je crois, c'est ça, et ça a été mené, enfin bon, vous voyez, auprès de 5218 personnes. Donc voilà, pour info, alors je l'ai pas mis malheureusement dans ce PowerPoint là, mais il faut savoir qu'en 2015 il y a Bordeaux Métropole qui a émis une enquête avec Laetitia, Johanna Lagorne et Arnaud Alessandrin. Laetitia César Franquet, je suis désolée, c'est parce que je la tutoie et du coup je mets son prénom mais elle a un nom, effectivement, Laetitia César Franquet. Et donc ils ont fait une enquête sur le harcèlement de rue, effectivement en 2015. Alors j'ai pas les chiffres là, mais voilà, faut savoir que sur l'enquête, pareil, les chiffres, c'était à peu près 80 à 83% de personnes qui avaient subi des faits de harcèlement. Et c'était sur à peu près plus de 5000 femmes qui avaient été interrogées. Donc c'est assez important quand même, en sachant que il me semblait que majoritairement, c'était d'abord en priorité les actes de harcèlement de rue, c'était sifflement, injures publiques, etc. Ensuite, attouchement, et après, c'était tout ce qui était exhibitionnisme et tentative de viol, qui était, je crois, de l'ordre de 10 à 5%. Donc, majoritairement, en tout cas à Bordeaux, on est beaucoup, enfin, dans les faits, les chiffres montrent qu'on est beaucoup plus sur de l'injure, de l'approche verbale insistante, etc., et du stalking que de l'exhibitionnisme ou des tentatives de viol dans l'espace public. Mais néanmoins, il y en a, et enfin, c'est pas normal, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est moi qui le pense. Mais... donc, du coup, j'en profite en fait pour vous parler de l'enquête que nous, on a menée pendant le confinement. Donc, le premier confinement. En gros, c'est une enquête qu'on a menée sur les réseaux sociaux. Donc, elle n'est pas forcément exhaustive. Donc, c'était à peu près sur 200 personnes. Et on avait à peu près 180 réponses qui étaient, on va dire, utilisables. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres, en fait, on pensait que effectivement le confinement allait arrêter le harcèlement de rue, mais non, ça a continué et en plus ça a pris des formes encore plus développées et innovantes parce que les gens qui ont envie d'harceler, ils ont une capacité d'innovation qui est énorme.
j'ai l'impression de faire de la publicité. Donc, juste voilà quelques chiffres. Donc en fait, 86% des répondants, il faut savoir qu'ils étaient confinés. Et donc ils ont été harcelés à proximité de leur domicile ou depuis chez eux. Donc ça montre quand même que en fait, c'est pas finalement le harcèlement de rue, c'est pas si loin de chez nous que ça en fait. C'est pas que dans les transports en commun, etc. Ça a été majoritairement du harcèlement verbal ou tout ce qui est bruitage, insultes, sifflement et parfois du stalking. Donc voilà. Pour en venir directement au résultat, parce que je vais pas forcément vous montrer tous les chiffres, etc. En gros, en fait, il y a eu un surplus de sentiments d'insécurité auprès des personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Il y avait vraiment une sensation dans les témoignages qu'ils nous ont laissés d'insécurité parce qu'en fait, tout simplement, elles étaient harcelées à proximité de leur domicile, donc pendant leur activité sportive ou en allant faire leurs courses, donc avec la possibilité que l'agresseur ou l'agresseuse voit où il ou elle habite. Il y a aussi un sentiment d'insécurité qui a été renforcé par l'absence de passage dans l'espace public. En fait, la moitié des personnes qui ont été victimes étaient seules au moment des faits. Et il y a également aussi l'inaction, en fait, comme d'habitude des témoins, qui là est encore plus flagrante, puisqu'en fait, le peu de témoins qu'il y a n'ont pas réagi. C'est-à-dire qu'on avait, je crois, 21 personnes qui ont répondu en disant qu'il y avait des témoins. Et sur les 21 personnes, il y en a 3, je crois, qui ont répondu qu'il y avait un témoin qui était intervenu. Alors que elles étaient elles criaient ou elles disaient non plusieurs fois, etc. Donc il y avait quand même, les témoins n'étaient pas loin, les témoins étaient assez près pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y avait un problème. Donc voilà. Et donc quand je parlais d'innovation, c'est qu'il est apparu un truc qui existait déjà un peu, mais s'est hyper développé pendant le premier confinement, le harcèlement de balcon. Donc en fait, c'est des individus qui restent à leur fenêtre ou leur balcon et qui vont commenter vos tenues, vos physiques ou vous regarder de manière insistante, peut-être vous siffler, etc. Donc voilà, je vous laisse lire les témoignages sur le PowerPoint, mais voilà, on a eu pas mal j'ai eu le droit à un petit reluquage comme il se doit depuis le balcon, avec des remarques hyper malaisantes de pas mal du tout la demoiselle. Est-ce que tu veux que j'aille t'aider à porter tes courses et après, si tu veux, tu peux même monter chez moi pour me remercier et me faire une petite gâterie, enfin des trucs hyper sympathiques, voilà. Donc en face de chez moi, à plusieurs reprises, voilà, j'ai eu le droit à des remarques sur mon physique, belle fesse, beaux yeux, ou encore des demandes de boire un verre. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment d'angoisse qui a été qui nous est parvenu de ces témoignages, et également ce côté un peu le sentiment d'insécurité parce qu'en fait ça se passe vraiment près de chez soi. Du coup, ce que je disais, ce qui prédomine, c'est le harcèlement plutôt verbal, donc bruit, sifflement, etc. Et aussi beaucoup de ce qu'on appelle des faux compliments. En fait, c'est des commentaires à caractère sexiste et misogyne, du genre elle est mignonne la petite, pas mal ce petit cul, oh, vraiment ta robe aujourd'hui, elle est vraiment canon. Demain tu mettras quoi? Enfin des trucs hyper sympathiques. Et en fait, c'est pour eux, en gros, ils vont faire passer ça pour des compliments. Et donc, on appelle ça des faux compliments, parce qu'en fait, c'est simplement des commentaires en vue de rabaisser la victime. Et il y a aussi une objectification sexuelle du corps. Alors, de manière générale, que l'on soit en confinement ou pas, il y est. Mais là, vraiment, il y avait vraiment ce sentiment on a relevé, en fait, dans les témoignages, sur les centaines de témoignages, il y a à peu près 50 fois où il y a vraiment des vocabulaires de consommation, de nourriture, etc. Donc, appétissante, je vais te manger, etc. Enfin, des trucs vraiment hyper liés à comme si la femme était un objet de consommation, en fait, qu'on pouvait manger comme de la viande, quoi. Donc, voilà. Hop. Voilà, ça c'est assez symptomatique en fait de ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire des personnes en fait qui en fait qui viennent draguer la personne 3 fois en même pas 10 jours dans la rue. Donc la personne fait 3 refus systématiques, mais en fait l'agresseur ou l'agresseuse n'a pas reconnu la personne. Voilà, donc ça c'est assez marrant de se dire que finalement, l'intérêt, c'est pas la personne qui est en face c'est pas la femme ou l'homme qui est en face de vous. C'est juste, en fait, appuyer son désir de domination.
Donc, pendant le confinement, le harcèlement de rue, il était toujours présent. Il y a eu un sentiment d'impunité qu'ont ressenti les victimes parce qu'il y avait l'absence de témoins dans la rue, mais aussi, en fait, l'absence de verbalisation parce que toutes les personnes qui étaient sur un balcon et qui s'amusaient à faire des commentaires pas très sympathiques sur les tenues, en fait, n'ont pas été verbalisées. Il y a également eu la mise en place de stratégies d'évitement, donc des personnes qui allaient faire un détour de 2 kilomètres pour pouvoir aller faire leurs courses tranquilles, pour pas passer dans des rues, parce qu'elles savaient qu'elles allaient se faire harceler. Donc, vous imaginez quand même, on met en place des stratégies d'évitement pour faire 200 mètres, voire moins d'1 kilomètre. Donc, c'est assez dramatique. Des gens qui continuent aussi pendant leur trajet de même pas 1 kilomètre à appeler quelqu'un pour pas être emmerdé, mettre ses écouteurs dans les oreilles, etc. Ne pas sortir, ne pas mettre de talons, etc. Mais la plupart, en fait, étaient en basket des témoignages qu'on a reçus. Donc, voilà. On a aussi également, cette culture du viol qui est toujours présente. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, elles sont encore et toujours considérées comme une attraction, un objet hyper sexualisé, où en fait on peut commenter, on peut consommer, etc., sans leur accord, etc. Et il y a aussi quelque chose qui a été remarqué, et j'en ai notamment discuté avec Johanna Dagorn à ce moment-là, c'est une espèce de porosité entre le privé, donc le chez-soi, où techniquement la plupart d'entre nous se sentent en sécurité, et le public, qui est un lieu, on va dire, à découvert, où on sait qu'on va potentiellement subir le harcèlement de rue, mais voilà, on sait qu'on va pas y rester. Et là, il y a vraiment une porosité, puisqu'en fait, les personnes savent en fait où vous habitez, les potentiels agresseurs ou les harceleurs savent où vous habitez. Vous faites agresser, etc. Depuis chez vous parfois, et donc vraiment il y a une porosité, et en fait finalement on se rend compte que ce contrôle social qui est exercé chez les femmes dans l'espace public, en fait ça reflète tout simplement un continuum de violences sexistes et sexuelles dans la maison, sur le balcon, sur le pas de la porte. Donc en fait que le harcèlement de rue, c'est pas seulement en gros quelque chose d'anodin, et que ça fait vraiment partie de ce continuum de violences sexistes et sexuelles qu'on trouve en fait partout, et notamment dans l'espace intime. Voilà, j'ai terminé, je suis désolée, en fait j'ai été plus longue. Dans le chat, tu as une étudiante qui marque « ça me fait plus angoisser qu'autre chose ». Alors oui, c'est vrai que cette enquête, elle a été assez angoissante, même pour nous. Après, il faut savoir que c'est seulement 200 personnes qui nous ont répondu. Donc c'est pas forcément le cas partout. C'était majoritairement, 200 personnes, ça peut pas être quelque chose d'exhaustif en fait, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'était vraiment pour montrer qu'effectivement le harcèlement de rue a quand même continué pendant le confinement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de verbalisation. Il y en a eu peut-être un peu, il y en a eu, mais il y en a eu peut-être moins, parce que forcément on va pas forcément verbaliser quelqu'un chez soi, et encore. Et il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a quand même eu la mise en place de patrouilles de police qui ont accompagné certaines femmes, etc., qui ne se sentaient pas en sécurité. L'arrêt à la demande à Bordeaux a été mis en place, et elle continue toujours d'ailleurs. Et voilà. Et je reviens aussi parce que je vois le commentaire, on peut plus s'habiller comme on veut. En fait, si, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, et je vous enjoins à le faire. Et que c'est pas une excuse, en fait, c'est pas parce que vous portez des jupes ou des talons que vous avez le droit de vous faire harceler. Donc voilà, et ça, on travaille dessus, on travaille énormément aussi, nous, avec l'hôtel de police, avec les personnes, notamment aussi en intervenant dans les milieux scolaires, pour dire que voilà, la façon de s'habiller, c'est pas parce qu'on s'habille. Enfin, c'est simple. Quand on est à la plage et que la moitié des gens ils sont à Walpé, je veux dire, voilà, on se fait pas. Non, mais je veux dire, on se fait pas obligatoirement harceler. Donc voilà. Après, je voulais aussi signifier que si, par exemple, vous avez vécu si une personne vous a parlé d'un sentiment d'insécurité, etc., c'est important de ne pas le dénigrer, ce sentiment-là.
Voilà. Si vous avez besoin de parler, il faut savoir qu'il existe aussi des associations, etc., avec des groupes de parole, etc., où vous pouvez témoigner et faire preuve, voilà, de vos envies. D'ailleurs, l'intervenante d'après va vous en parler. C'est vrai que c'est une belle transition. Hein. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et par la suite aussi, alors généralement, je l'ai mis sur mon PowerPoint, c'est ce qu'on dit. En fait, même si pour certaines personnes, le fait de se faire siffler ou de se faire suivre, en fait, on n'a pas tous la même capacité de tolérance, etc. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres et tout. Mais surtout, je vous invite à pas culpabiliser la victime si un jour vous êtes une personne vient vous parler ou si vous êtes témoin de harcèlement de rue. C'est important en fait de pas remettre le ressenti de la personne. Voilà, c'est vraiment important d'être sur l'écoute, etc. Et oui, effectivement, en fait, le fait de contrôler sa façon de s'habiller, c'est ce qu'on appelle nous des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, on va éviter de s'habiller de manière à chercher à éviter le regard des autres. Sauf qu'en fait, ça, en gros, c'est un non-respect en fait des libertés, d'égalité. C'est-à-dire que un homme, enfin franchement, en vrai, un homme qui se balade en short, on va rien lui dire quoi. Enfin, la dernière fois, il y a un mec qui se baladait en Marseille, et je veux dire, une nana, si elle monte ses épaules, j'arrête après. On va commencer à lui dire, oh tu m'habilles. Non, en fait, c'est quoi la différence entre une nana qui porte un Marcel et un mec qui porte un Marcel? Il y en a aucune. Un croc-top. Attention. Oui, un croc-top. Alors ça, n'en parlons même pas. Enfin bon, voilà. Après. Oui. De toute façon, alors je décale un tout petit peu l'ordinateur, mais pas de souci, Maëlys. Là, on va accueillir aussi, bien sûr, la deuxième intervenante, Marie-Jo. Et comme on l'a fait ce matin, après que Marie-Jo aura eu son temps d'intervention tranquillement, elles sont là toutes les deux. Donc, vous pourrez à nouveau, bien sûr, parce que ça anime et on a des questions à vous poser. Peut-être que Maëlys, je sais pas, vous recherchez des jeunes qui veulent s'engager. Donc, on pourra voir, surtout qu'à l'IRTS, vous allez être amenés à pouvoir vous positionner sur des ateliers engagement. Donc, on revoit ça après. Moi, je laisse la parole donc à Marie-Jo qui va venir, qui va également se présenter. Et ensuite, comme ce matin, on fera le jeu des questions-réponses. D'accord? Bien sûr, mais ils vont avoir des questions, j'imagine. Allez, je laisse la parole à Marie-Jo. Du coup, si tu veux venir de notre côté, Maëlys. Ouais, j'étais en train de lire les commentaires en même temps. Oula. Attends, il y en a peut-être pas pour Je vais arrêter. T'inquiète. Hop, j'arrête de partager l'écran. Parce que je replonge quand même au cas où. Voilà. Voilà. Ça filme? Super. C'est bon, Marie? Je me vois ou pas? Oui, tu te vois. Mais tu vois les autres. C'est vrai que ce soir, je trouve que c'est plus pratique. Je vais un petit peu me voir, j'ai un égo démesuré. Oh. Je rigole. Oui. Attends. Tiens, tu es là. Voilà. Super. tu vas enlever ton masque. Oui, c'est ça pour moi. Donc, bonjour à tous, je me présente. Marie-Josée Hay, je suis représentante de l'association Parler, qui est devenue l'association En Parler. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il y a un réseau social américain qui s'appelle Parler, qui a été le support de la parole de Monsieur Trump et qui est de plus en plus présent en France. C'est un réseau social qui ne correspond pas du tout à notre représentation et de ce qu'on voulait faire de l'association. Donc, l'association Parler s'appelle dorénavant En Parler pour que ça compte. Donc oui, effectivement, le sujet suit bien le débat qui vient d'être présenté, du harcèlement de rue. Voilà, donc je vais vous parler de pourquoi et comment libérer la parole. En fait, la parole a un parcours un peu particulier qui peut être très court, voire très très long et très compliqué. Donc le premier constat, les victimes parlent. C'est rare qu'elles n'aient jamais parlé, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Le plus souvent, la première fois, on en parle à une personne de confiance.
ou si on n'arrive pas franchement à dire les mots, eh ben on tend des perches. Et si personne ne les prend, souvent, là, on laisse tomber, ou alors on a un peu plus de courage et puis on continue à tendre ses perches. Mais souvent, très très souvent, en tout cas, les victimes mettent très longtemps à parler. Et s'il n'y a pas l'écoute, s'il n'y a pas cette première écoute, cette bienveillance, cette attention, la deuxième tentative intervient très très longtemps après. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui a été blessée de cette première intervention. C'est Marie, c'est une étudiante de Lille qui était victime d'inceste. Elle en a parlé à son conseiller d'orientation. Et lui, pourquoi lui? En fait, je pense que c'était tout simplement la personne en qui elle se sentait peut-être le plus, où elle espérait le plus d'écoute. Le conseiller décide, lui, de téléphoner au grand frère et puis lui en parler. Le seul souci, c'est que le grand frère était l'agresseur. Donc, le conseiller a pas su le fin de l'histoire. La jeune femme est rentrée chez elle le soir. Son frère l'a accueillie et puis lui a dit écoute, c'est pas compliqué, tu as parlé, je t'avais dit de te taire, donc maintenant tu vas voir, non seulement ça va pas s'arrêter, mais en plus ça va être pire. Et la jeune femme n'a plus jamais parlé de sa vie, sauf à l'âge adulte, une vingtaine d'années après. Donc ce qui est important, c'est la première parole, quelle qu'elle soit, il faut être attentif. Alors attentif aux mots, mais aussi au comportement. C'est pas forcément évident, mais on a tous à côté de soi des gens qui ont des attitudes qui nous surprennent. Je pense qu'il faut y être attentif. Le second cas, et c'est pas le cas, mais souvent c'est le cas malgré tout, les victimes se taisent. On entend beaucoup parler de la mémoire traumatique, mais avant de parler, il faut déjà avoir le courage de parler. Et puis c'est l'accueil de la parole. Donc ça, c'est important. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. On vous vole une voiture, vous allez au commissariat et on prend tout de suite votre plainte. On vous dit pas, mais pourquoi t'as acheté telle voiture? Pourquoi tu l'as garée à cet endroit-là? C'est évident, on s'est fait voler sa voiture. Donc là, tout le monde est à l'écoute. Vous arrivez, vous dites, j'ai subi une agression ou je viens de me faire violer et on vous répond, mais qu'est-ce que tu faisais là? T'es habillé comment? Est-ce que tu avais bu? Et on revient au sujet de tout à l'heure, mais tu l'as pas provoqué un peu? Voilà. Donc pourquoi est-ce que systématiquement pour les violences on n'écoute pas et que tous les faits quotidiens, il n'y a pas besoin de se justifier, de s'expliquer. C'est bien la problématique. On constate dans toutes les histoires que au premier abord en fait, les victimes ne sont pas crues. Et c'est un petit peu dans notre culture, en fait, quand on se rend compte que l'acteur, enfin le prédateur, a moins à se justifier que la victime. Personnellement, dans tous les groupes de parole que j'anime, jamais j'ai rencontré quelqu'un qui mentait. On a plus souvent le silence que le mensonge. Et puis, si la personne qui vous parle vous ment, ça, vous pourrez toujours en reparler après. Mais il faut écouter parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et puis, pour une victime qui n'est pas crue, il y a énormément de douleur. Ce sentiment d'être rejeté. Alors déjà d'avoir subi une agression et en plus d'être rejeté par les gens qui normalement sont là pour être au plus proche de soi. Et puis il y a un troisième constat qu'il faut reconnaître, c'est que on peut être une oreille bienveillante, mais il y a des choses dont on n'a pas envie d'entendre parler. C'est très très compliqué. Souvent les agressions sont des récits extrêmement violents. Qui peuvent toucher autant des enfants, des adultes, hommes, femmes, et ces personnes, si elles arrivent à parler tout de suite, c'est déjà beaucoup, mais quand elles gardent en elles toutes ces agressions, toutes ces douleurs, ce sont des personnes en très très grande souffrance.
Et puis ça peut renvoyer quand quelqu'un vous parle de son agression. Si vous-même vous avez déjà été victime, ça peut vous renvoyer aussi à votre vécu. Hier soir, j'animais un groupe de parole, donc en visio ce sujet-là a été abordé. Comment parler, comment le dire à ses parents, comment nos proches vont le prendre en fait. Donc j'avais le cas d'une jeune femme qui a porté plainte et qui ne sait pas comment le dire à ses parents. C'est une jeune femme qui a quand même 35 ans. Une autre personne a porté plainte, son histoire a été médiatisée dans une autre région française et en fait c'est elle qui a été matraquée publiquement et c'est contre elle qu'il y a eu une plainte. Donc c'est le monde à l'envers en fait. Je vais vous résumer je vais vous expliquer un petit peu une petite enquête. Tout à l'heure, on a parlé d'une enquête aussi. C'est une enquête qui avait été menée avec des policiers sur le récit d'enfants qui venaient parler de leurs agressions. Donc, les enfants expliquaient aux policiers, hommes et femmes, ce qu'ils avaient vécu. Et les chercheurs demandaient aux policiers ce qu'ils avaient retenu. Des histoires racontées par les enfants. Le plus souvent, les policiers minoraient les faits. Un viol se transformant en agression et puis une agression en une attitude relativement ambiguë. Quand on demandait aux policiers à la fin pourquoi ce changement, en fait pour eux, c'était trop dur. Enfin souvent c'était très dur d'entendre ce qu'ils avaient entendu. Je vais vous citer le cas d'une autre jeune femme que j'ai rencontrée il y a très très peu de temps sur Bordeaux. Elle est allée déposer plainte pour agression sexuelle, enfin viol, on va dire, même qualifié. Et le policier estimait que comme c'était son père et que comme elle n'a pas dit non, eh ben en fait c'était qu'une tentative. Voilà. Donc la parole est souvent mal entendu, mais en plus, les faits ne sont pas forcément bien relatés. Ce qu'on demande, nous, à certaines victimes, quand elles veulent aller déposer plainte, c'est souvent de se faire accompagner ou avant de réécrire leur histoire pour que les choses soient claires, parce que souvent, les policiers sont là, eux aussi, ils ont un travail à faire, ils posent beaucoup de questions, mais dans le flux des questions et puis dans l'émotion aussi, parce que ça renvoie beaucoup de choses à la figure, on n'a pas forcément la chronologie dans la tête, tous les détails et tout ce qui s'est réellement passé. Là aussi, on peut parler de l'amnésie, le choc que ça peut engendrer sur les individus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on soupçonne que quelqu'un de nos proches, familial, professionnel, les amis, a pu être victime de violences sexuelles? Ben déjà, si la personne vous parle, vous la croyez a priori, parce que c'est important d'être entendu et surtout d'être écouté. Ensuite, il faut avoir de bons réflexes. Tout à l'heure, il y a eu des mots crus, mais il faut savoir qu'une agression, c'est un viol, c'est quand il y a eu pénétration où que ce soit, par quoi que ce soit. Et c'est important de le dire parce qu'on a vu passer des choses là dernièrement dans l'actualité où dans un tribunal il a été entendu qu'il fallait mesurer la profondeur de la pénétration. C'est des choses complètement aberrantes. Et puis là je me modère parce que ça m'a mis vraiment très en colère. Donc il faut dire les mots comme ils sont, c'est-à-dire il y a viol et le viol est un crime. Il faut vraiment utiliser les bons mots. Quand vous allez boire un café, vous parlez d'un café, et quand c'est un viol, il faut dire un viol. Les journalistes aussi ont tendance à minimiser les faits quand on parle de certaines actualités.
Et il faut surtout mettre les bons mots sur les faits pour la victime aussi, parce que souvent déjà elle a du mal à être crue et souvent en fait elle se remet en question et pense que ce qu'elle a vécu n'est pas forcément ce qu'elle a en tête, parce que il peut y avoir des façons de vous faire croire que ce que vous avez vécu n'est pas forcément ce que vous avez en mémoire et ce que vous visionnez. Sur les traumatismes, après un trauma, les traumatismes sont très très variables, quel que soit le type d'agression et quel que soit le type de public. Beaucoup d'études ont été faites aux États-Unis à ce sujet. Il y a la parole et puis il y a tout le ressenti physique, émotionnel, psychologique et ça peut avoir des répercussions énormes tout au long de la vie. Je pourrais vous parler de mon expérience. J'ai été agressée enfant par un pédocriminel. J'ai jeune femme pas su me comporter face aux hommes parce qu'on m'avait jamais expliqué et cette souffrance physique et psychologique, il m'a fallu des années et des années à mettre des mots dessus. Et c'est important déjà d'écouter, d'être écouté, de se sentir écouté, et puis de pouvoir évoquer les choses telles qu'elles ont eu lieu, sans être tatillé, enfin sans être pointilleux sur le récit, j'irais dire. Donc après, je trouve que je parle vite, mais bon. Il y a beaucoup, tout à l'heure on a évoqué le harcèlement de rue, cette association, il y en a énormément. Quand vous entendez quelqu'un qui parle d'une agression, si cette personne est prête à aller au commissariat, accompagnez-la. Par contre, n'y allez pas de force, en l'accompagnant de force. Il faut que la personne soit prête à faire cette démarche-là. C'est comme aller porter plainte et après les conséquences que peuvent avoir un procès. Il faut que la victime soit prête à envisager tout ce qui va se passer parce que c'est un séisme. L'agression est un séisme, mais un procès est un séisme aussi. Pour la victime, mais pour tout l'environnement, qu'il soit familial, professionnel, quand ça touche un milieu professionnel, c'est très très important. Vous avez des numéros qui sont connus, hein, le 3919, vous avez le 119 pour les enfants. Sur Bordeaux, on va parler des commissariats, on va parler de la maison des femmes, on va parler de la maison d'Ella, le COVA qui aussi fait un gros travail. Il y a de plus en plus de numéros aussi où vous pouvez avoir des informations. Il y a peu de temps sur Bordeaux, il a été mis un numéro spécial pour toutes les personnes en souffrance psychologique à cause de ces événements et de la Covid. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à téléphoner. Je pense que quelle que soit l'association, elle vous dirigera du mieux possible. Voilà. L'important d'aller porter plainte pour quelqu'un après les faits, si la personne en est capable, c'est tous les prélèvements qui peuvent être faits, que ce soit les tenues, que ce soit les prélèvements ADN. Ça a aussi son importance pour l'affaire et le suivi de l'affaire après. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui parce que le silence des victimes fait que on se rend compte des fois que des agresseurs sont des multi-agresseurs sur des régions qui peuvent être très élargies, sur un nombre de personnes important et sur plusieurs générations. Quand une affaire et quand il y a une enquête, en fait, on va chercher des infos auprès des victimes. Quand il y a eu un dépôt de plainte très facilement après, ça permet d'avoir des preuves. Quand je vais vous parler de mon cas, j'en ai parlé peut-être une trentaine d'années après. Effectivement, c'était les souvenirs d'une enfant contre les dires d'un adulte. Donc là, il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce que vous voulez prouver? C'est parole contre parole. Voilà. Et ça, c'est difficile. Je vais vous parler un peu plus de l'association Parler, qui est devenue l'association En Parler. Elle couvre de très grandes villes en France. On se développe. On a été créé en septembre 2017.
C'est Sandrine Rousseau qui a créé l'association. Sandrine Rousseau, c'est une des femmes qui a porté plainte contre Denis Baupin, donc l'affaire Baupin. Elle a écrit un livre qui s'appelle Parler et pardon ? Qui est au centre documentaire de l'IRTES. D'accord. Donc le livre est à votre centre de documentation, vous pourrez y aller. Donc suite à ce livre, beaucoup de personnes l'ont contacté et puis elle avait tourné un petit peu sur les plateaux télé en disant que effectivement ce qu'elle ressentait, beaucoup de personnes le ressentaient et c'était compliqué d'avoir des oreilles bienveillantes en fait. Donc elle a pensé créer des groupes de parole de victimes pour les victimes, entre victimes. Donc le fonctionnement, c'est ça en fait, sur les différentes villes. Donc aujourd'hui, il y a une dizaine de villes, et Bordeaux en fait partie, Rennes, Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, Bayonne, on a même Sarlat, vous voyez. Ce sont des réunions qui ont lieu, des groupes de parole qui ont lieu une fois par mois, peut-être un peu moins quand il y a plus de demandes, pour que les victimes puissent avoir une parole et surtout une écoute bienveillante. C'est-à-dire que en face de soi, on a des gens qui ne sont pas là pour vous dire mais t'es sûr ou moi à ta place j'aurais fait ça. Enfin c'est vraiment de l'écoute. Je dirais que c'est un petit peu, enfin c'est de la sororité en fait. On est là, on écoute et on partage autant la douleur que des pleurs, hein, parce que les expériences sont pas toutes faciles à dire. On n'est pas là pour étaler non plus nos histoires. On est là pour trouver des moments de bienveillance entre victimes et de soutien. Après, on peut accompagner aussi pour des dépôts de plainte parce que des personnes viennent nous voir pour d'abord libérer leurs paroles, arriver à dire ce qu'elles ont sur le cœur, hein, des fois des années après. Et puis, une fois qu'elles sont plus en paix avec leur histoire, de pouvoir aller faire dépôt de plainte. Voilà, notre association qui initialement était plus dédiée aux femmes, aujourd'hui accueille aussi des hommes parce que de plus en plus d'hommes nous ont contactés pour nous dire, ben voilà, on parle de la femme, on parle des agressions sexuelles des femmes, mais nous aussi on a été violés, nous aussi on a subi des choses pas très agréables et on peut encore moins en parler parce qu'on attend d'un homme qu'il ne pleure pas, qu'il ne se plaigne pas, qu'il soit un exemple pour tout le monde et on se retrouve avec des histoires en fait c'est assez je saurais pas parce qu'il y a de l'émotion en même temps. Ces hommes qui sont venus ont retrouvé des lieux et une écoute extrêmement là aussi bienveillante, mais qui leur donne du courage. Un homme a traversé la France pendant presque un an pour venir sur Bordeaux suivre nos réunions et aujourd'hui à Paris a créé un groupe de parole spécifiquement pour les hommes. Donc quand on peut, on fait des groupes de plus en plus mixtes parce qu'on vit tous ensemble et c'est important de continuer à vivre tous ensemble. Hein. On a été agressé par un homme, par une femme. On est un homme, on est une femme, mais tous les jours, quand on ouvre notre porte et quand on sort de chez soi, eh bien, on rencontre autant des hommes que des femmes et des enfants. Ce qu'il est important aussi de se rendre compte, c'est de la quantité de personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols, parce que ça, c'est important. Il y a des assos qui font un énorme boulot aussi, comme Colosse au pied d'argile ou Papillon, les papillons, qui essaient d'intervenir un peu partout. Sachez qu'un enfant sur 5 a été victime de violences. Un enfant sur 5, ça veut dire plus tard un adulte sur 5, ça veut dire que quand vous sortez de chez vous, vous faites 10 mètres, vous rencontrez 10 personnes et il y en a 2 qui ont été agressées. Ça remet en perspective beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de parler, si vous avez envie de parler, si vous voulez faire du bénévolat aussi, hein, n'hésitez pas. L'association a son site, ses adresses et on est à votre écoute quand vous avez besoin. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Enfin, pour votre écoute, oui.